Bonjour tout le monde, ravi de m'associer à cette journée nationale qui souffle sa neuvième édition, grâce à notre maître professeur Benjeloun, qui ne ménage aucun effort, à mon avis, pour rendre ces journées d'un haut niveau scientifique. Donc, je la remercie de m'avoir convié à cet événement si remarquable. Alors, le SNA et la rythmologie sont des domaines cousins. La preuve, c'est qu'on échange beaucoup de passions. Des patients présentant des syncopes, des malaises lipothymiques, etc. Et aujourd'hui, on est réunis sur la fibrillation atriale. Alors, la tâche de parler de la AFA sur son versant dysautonomique me semble un défi pour nous, les rythmologues interventionnels, qui traitent depuis toujours le volet structurel et préfèrent ne pas toucher ou parfois méconnaître la partie dysautonomie qui reste relativement complexe. Alors complexe pourquoi? Parce que la fibrillation atriale possède une physiopathologie multifactorielle influencée par l'innervation autonome cardiaque. Encore plus les influences sympathiques et parasympathiques sont toutes les deux pro-fibrillatoires. Et à mon avis, si on maîtrise les thérapies ciblant l'axe neurocardiaque, le problème de récidive sera résolu parce qu'on maîtrise ce qu'on touche euh, et on maîtrise ce qu'on touche et ce qu'on touche dans notre traitement interventionnel, c'est l'organique qui est présenté par les fameuses veines pulmonaires et pas le fonctionnel. Et si je suis là, c'est justement pour vous faire une approche sur les nouveautés ciblant, les autonomiques, et je vais parler spécialement sur les fibrillations atriales adrénergiques, puisque le professeur Fillette a dû parler de la composante vagale de la fibrillation atriale. Alors, le concept sur le mécanisme de la fibrillation atriale et son maintien a suivi un cheminement complexe durant ces 70 dernières années. Et partant de l'ancien dogme de la neuromédecine qui était abandonné comme mécanisme physio-pathologique au remodelage électrique, puis le remodelage anatomique, et actuellement des travaux intéressants, plus récents sur la graisse épicardique et son effet pro-inflammatoire impliquant les cytokines. Et auparavant, si on avait quelques doutes par rapport à l'implication directe du système nerveux autonome, l'expérience qu'on a acquis dans le domaine justement de la transplantation a prouvé que prouvé le contraire par rapport à ce doute-là, puisque les sujets euh, transplantés ne souffrent exceptionnellement d'accès de fibrillation atriale. Contrairement, par exemple, aux sujets qui sont transplantés pulmonaires et dont les veines pulmonaires et euh, leur innervation autonome restent intactes. Donc, justement, on a on continue de prouver que le système nerveux autonome est impliqué dans la genèse ou le maintien de la fibrillation atriale. Alors, ça se passe où? Alors, ça se passe ici, justement, au niveau des quatre veines pulmonaires et au niveau des tissus atrial myocardique. Mais je ne dirais pas qu'ici, mais la cible de traitement de la fibrillation atriale implique alors l'oreillette, comme vous voyez ici, mais aussi les fameuses plexus ganglionnaires qui sont à côté des quatre veines pulmonaires qui sont richement innervé par le parasympathique. Je pense que ça a été détaillé par la présentation de professeur Fullett, surtout dans le volet vagal de la fibrillation atriale. De l'autre côté de l'oreillette, on est aussi intéressé comme cible thérapeutique à la composante justement extrinsèque qui intéresse alors l'innervation extrinsèque. Et je pense que c'est le sujet de notre présentation
aujourd'hui. Alors, le sens clinique de la chose stipule que le dysautonomique ou pas, le traitement passe par la gestion des trois composantes. Ces trois composantes sont le structurel et le remodelage est donc là un remodelage structurel, un remodelage électrique et qu'on va revoir rapidement et qui constitue alors la socle du traitement et on va voir par la suite et surtout les nouveautés concernant les thérapies ciblant le système nerveux autonome. Alors le vrai challenge est de déterminer quelle composante de ces trois prédomine puisque vous avez, puisqu'on voit des patients avec une anatomie variable, une composante aussi du système nerveux autonome qui change, et un trigger, bien sûr, électrique qui est réversible ou pas réversible. Et là, la question, c'est l'imputabilité, justement, de chacune de ces trois composantes dans la genèse et le maintien de la fibrillation atriale qui reste inéquitable et donc, justement, qui un peu complique un peu la prise en charge thérapeutique. Alors, je ne peux pas passer comme interventionnel sans parler du volet structurel. Et le volet structurel, justement, il va viser les ostillas des veines, les ostillas des veines pulmonaires, qui sont sièges de zones de fibrose responsables de cette hétérogénéité électricale et déclenchement de la FA. Et donc là, on va voir le bénéfice des différentes formes le bénéfice dans les différentes formes de la fibrillation atriale, que ce soit paroxystique ou persistante. Et je citerai spécialement la paroxystique avec un succès très remarquable et bien sûr un succès aussi intéressant qui va s'étendre à quelques formes de la fibrillation atriale persistante et aussi, on a des résultats là qui sont étendus chez les patients, par exemple, qui ont une insuffisance cardiaque. Et donc là, je citerai la cryoablation et l'électroporation pour la fibrillation atriale paroxystique et la radiofréquence avec le système de mapping dans la fibrillation paroxystique et persistante. Là, l'avantage, c'est ils ont été validés sur des preuves scientifiques et ils sont mentionnés sur toutes les recommandations. Alors, l'électrique, il est aussi impliqué dans les triggers, comme dans le cas des désordres métaboliques et hormonaux, hormonaux, pardon. Mais là, je vais le survoler pour alors mieux traiter justement la fibrillation atriale qui va impliquer le système nerveux autonome et surtout le système sympathique. Alors, laissons voir un peu le profil des patients qui ont une fibrillation atriale adrénergique. Les patients qui ont une FA plutôt adrénergique, c'est des accès qui vont survenir le jour à l'effort. En général, c'est l'apanage des filles d'un certain âge, mais c'est aussi l'apanage des patients qui ont une cardiopathie. Les patients ayant des désordres métaboliques ou hormonaux responsables d'une hyperadrénergie chronique comme l'hyperthyroïdie ou le thyroxine, ou bien une hyperadrénergie aiguë, bien évidemment, les patients qui ont séjourné en réanimation, les patients qui ont un sepsis ou les patients ils sont subi un stress extrême. Aussi, on peut l'incriminer à chaque fois qu'il y a une récidive ou il y a une progression de la fibrillation atriale. Il faut toujours incriminer la part adrénergique dans le maintien de la fibrillation atriale. Et pour mieux citer, ici, je vous donne quelques exemples d'haltères. Et là, j'invite l'assistant de bien voir les haltères qu'il demande. Et surtout qu'en cas de fibrillation, quand on cherche une fibrillation atriale, il faut aussi mentionner dans le compte rendu aussi le mode de démarrage. Et là, regardez ici, par exemple, dans les cas typiques, par exemple, modèle typique de la fibrillation atriale, regardez ici le jour, on a vraiment les pics qui sont observés exclusivement pendant la journée, alors que la nuit, vous voyez ici, on est vers un rythme sinusal à pratiquement 60 ou moins. Et comme le montre clairement ici, la courbe aussi des histogrammes aussi de la fréquence cardiaque. Et donc, il montre alors là le mode adrénergique d'installation de la fibrillation atriale. Une accélération du rythme
sinusale suivie d'une extrasystolie, par exemple, comme le cas ici, suivie d'une extrasystolie atriale, tombant sur ce qu'on appelle des ondes de T avec un T sur T et qui va déclencher l'AF. Ça peut être aussi déclenché par le vague. Et là, mais souvent, on n'est pas aussi typique qu'on le pensait, parce que c'est souvent soit le vague et puis le sympathique qui va déclencher l'AFA, ou c'est l'inverse, ou ça parce qu'on a une hyperactivité sympathique qui est suivie d'une hyperactivité vagale qui va faire un peu le lit de déclenchement de la fibrillation atriale. Et donc là, au final, donc, ces deux systèmes, ils vont interférer. Ils vont interférer en favorisant l'émergence des extracystoles atriales, puis voilà justement la décharge au niveau des veines pulmonaires à haute fréquence avant de déclencher une fibrillation atriale. Et donc là, il est plus juste de parler pas de FA vagale ou d'adrénergique, mais plutôt d'une FA vagale et adrénergique. Et donc là, regardez ici, par exemple, le zoom-in d'un plexus euh, ganglionnaire à proximité des veines pulmonaires. Regardez là ici, avec des connexions sympathiques et parasympathiques qui sont complètement mélangées. Donc, on ne peut pas choisir une cible sympathique ou parasympathique pour mieux traiter l'AFA si on tient compte, par exemple, de ces ganglions, par exemple, qui sont à proximité des veines pulmonaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette fameuse veine de Marshall. Alors, je rappelle que cette veine de Marshall, il va cheminer à l'intérieur du ligament, qu'on appelle du ligament de Marshall, et qui constitue aussi un autre repère impliqué dans l'ablation de la fibrillation atriale, puisque cette veine-là, qui va s'étendre du sinus coronaire jusqu'à la base de la veine pulmonaire, elle est richement innervée par les fibres cholinergiques et adrénergiques impliquées dans la fibrillation atriale. Et ça peut être aussi un site de plus pour attaquer la fibrillation atriale et surtout pour attaquer les fibrillations atriales, par exemple, la fibrillation atriale récidivante. Alors, la modulation. Hein, on a vu la modulation au niveau juste à côté des veines pulmonaires représentées par le plexus ganglionnaire, au niveau cardiaque représenté par cette ligament de Marshall, mais aussi la modulation, elle peut intéresser la modulation neurocardiaque, elle va intéresser aussi l'extérieur du cœur. Alors, et là, c'est ce qui est devenu un peu une thérapie un peu prometteuse pour les traitements de la fibrillation atriale. Et donc là, pour les techniques de fibrillation atriale, il inclut alors ce qu'on appelle la dénervation sympathique rénale, la stimulation du nerf vague et le blocage des ganglions sympathiques. Alors, mais si pour faire simple, pour traiter ou moduler l'axe neurocardiaque, soit euh, on bloque le sympathique, surtout dans le cadre des fibrillations atriales adrénergique, où on stimule aussi le vague justement pour contrebalancer cette stimulation euh, adrénergique et excessive. Alors, la première technique de blocage sympathique, c'est en fait la dénervation rénale. Alors là, je vais m'arrêter un peu sur cette dénervation euh, rénale pour insister sur le fait que bon, c'est une technique qui permet d'ablater les nerfs afférents et efférents rénaux dans le but justement de diminuer le tonus sympathique. Alors, les résultats et les essais ont été moins prometteurs que pour le traitement de l'HTA résistant, et certains suggèrent que ces résultats peuvent être dus justement à une dénervation qui est incomplète. Mais ça reste quand même une alternative aussi pour réduire les décharges de l'IFA en diminuant alors en diminuant le tonus global. Alors ici, côté études, le bénéfice de la dénervation rénale a été regardé comme ici, a été comparé en fait ces deux groupes de patients chez qui on a fait une ablation de EFA et d'autres on a fait et l'ablation des veines pulmonaires avec une dénervation une dénervation, une dénervation rénale. Alors, l'objectif était de s'assurer que si, alors là,
la dénervation, elle pouvait améliorer le contrôle de la fréquence cardiaque chez des patients. Et donc là, comme vous voyez ici sur les courbes ici, vous voyez que là, la dénervation rénale permet alors d'améliorer d'améliorer le pronostic, en fait, d'améliorer la récurrence en matière de récurrence de fibrillation atriale. Ici, c'est un groupe avec juste une isolation des veines pulmonaires. Ici, un groupe avec isolation des veines. Donc là, on voit bien qu'il y a un bénéfice, surtout chez les patients qui ont justement une hypertension artérielle avec une fibrillation atriale. Il y a un bénéfice, selon cette étude-là, de s'attaquer aussi à l'artère rénale et ne pas se limiter juste aux veines pulmonaires. Alors, aussi, des études se sont étendues là, justement, sur des patients qui ont des FA persistantes, justement, pour juste contrôler la fréquence cardiaque et pas juste ablater la FA, mais plutôt de contrôler la fréquence cardiaque. Et là, on a constaté que la dénervation synthétique rénale peut améliorer le contrôle de la fréquence cardiaque chez les patients atteints de fibrillation atriale persistante. Alors là, une deuxième technique visant aussi à bloquer le sympathique, cette fois-ci, c'est les ganglions stellaires. Et on s'intéresse plus à ce qu'on appelle un ganglion cervico thoracique grâce à son accessibilité. Et c'est un ganglion qui est richement innervé ou pratiquement constitué que des fibres sympathiques. Il est formé par justement la fusion du ganglion cervical inférieur et du premier ganglion thoracique. Et, euh, et là, il est présent chez pratiquement 80% des patients. Alors, on fait un abord le plus pratiqué, c'est un abord qui est à côté paratrachial, à côté de la trachée, lequel l'aiguille elle est insérée vers le tubercule de la sixième vertèbre cervicale. Et donc là, on va déposer de la lidocaïne, de l'anesthésie locale autour de ce tronc sympathie cervicale avec une diffusion caudale de l'anesthésie jusqu'à ganglion stellaire. Et sur une étude contrôlée contre placebo, qu'est-ce qu'on a? 36 patients. Ça inclut 36 patients qui ont été atteints de fibrillation atriale paroxystique et qui ont été randomisés pour recevoir un blocage temporaire et transcutané du ganglion stellaire unilatéral avec la lidocaïne versus placebo. Donc là, qu'est-ce qu'on a constaté avec le bloc du ganglion stellaire? La fibrillation atriale a été induite, euh, moins induite finalement chez 54 des patients. Donc les patients, on n'a pas pu induire chez les patients qui avaient un bloc du ganglion stellaire, moins de 54 patients justement de FA qui n'étaient pas induites et bien sûr aussi la durée aussi qui n'était pas significative a été plus courte avec un allongement. Vous voyez ici un allongement des périodes réfractaires effectives à gauche et droite, avant et après blocage. Alors aussi une étude aussi intéressante qui est pilotée mais sur l'acceptation, ici pardon, une chirurgie cardiaque, et avec on a effectué un blocage du ganglion stellaire du côté gauche. Et donc là, on a constaté qu'il y a justement un taux de fibrillation auriculaire post-opératoire était de 18% versus euh, 27% que patient qui n'a pas eu de blocage de ganglion stellaire. Alors, une autre technique euh, qui pourrait être aussi prometteuse, c'est en fait la stimulation des barorécepteurs carotidiens par des dispositifs implantables pour réduire l'activité du système sympathique périphérique ainsi que la pression artérielle. Alors, la stimulation de ces barorécepteurs est actuellement en grande partie expérimentale. Et des études, justement, il faut des études randomisées nécessaires pour déterminer en fait l'effet anti-arythmique de cette stimulation
des récepteurs chez les patients qui présentent une, une fibrillation atriale. Alors là, c'est pour viser un peu la fibrillation atriale adrénergique. On a dit, on stimule soit le sympathique, soit on stimule, alors là, soit on stimule le vague. Alors, une technique séduisante et cette fois-ci non invasive pour stimuler le vague consiste à la stimulation de faible niveau au niveau du tragus de l'oreille, là où il y a la branche auriculaire du nerf vague. Ça a été un peu testé dans plusieurs pathologies, entre autres l'insuffisance cardiaque, mais aussi ça a été des travaux récents qui montré un peu ils ont testé la fibrillation, cette stimulation-là de faible niveau au niveau du tragus, au niveau chez les patients qui présentent une, une FA. Et donc là, regardez ici, c'est une étude qui a montré que en fait, la stimulation, elle a diminué sur cette étude-là la durée de la fibrillation atriale et, et la longueur, justement, durée de la fibrillation atriale ici et la longueur aussi du cycle de façon très significative. Et ça, c'est côté électrique, mais aussi côté cytokine, puisque maintenant, c'est la tendance, c'est d'avoir un dogme un peu inflammatoire ou pro-inflammatoire dans la genèse de l'AIFA. Et là, on a fait le dosage des cytokines inflammatoires, TNFA, chez des patients atteints de la fibrillation atriale paroxystique. On voit que chez les patients chez qui on a réalisé ces stimulations de tracus, on a une diminution, en fait, une réduction de taux de cytokines inflammatoires. Et donc là, ces résultats-là, ils vont soutenir le paradigme alors, émergent de la neuromodulation pour le, pour le traitement de la fibrillation atriale. Alors, des telles, de telles, de telles techniques aussi séduisantes, est-ce qu'elles mériteraient d'être validées au niveau des recommandations? Alors, la réponse, je dirais non ou encore un peu timide. Alors, pourquoi? Parce que dans les recommandations, si vous voyez que ce qui est mentionné en dehors de l'ablation des veines pulmonaires, qui reste un peu la base du traitement de la fibrillation atriale, ce qui est mentionné en dehors de l'ablation est la veine de Marshall, avec une infusion d'éthanol comme alternative qui pourrait être alors intéressante, mais un côté qui était timide, qui était réservé à l'ablation des plexus ganglionnaires et bien sûr ça stipule que l'ablation des veines pulmonaires parce que c'est à côté et donc là quand on fait de la cryoablation par exemple on va toucher quand même les plexus ganglionnaires à côté et là on voit que plus on touche des plexus ganglionnaires moins on aura moins de récidives de fibrillation atriale. Alors, pour conclure, je dirais que la neuromodulation continue d'évoluer. L'AFA aussi continue de poser des problèmes de traitement définitif. Au jour le jour, on n'a pas pu trouver un traitement radical de la fibrillation atriale, justement parce qu'il y a l'interaction aussi de système nerveux autonome qui reste complexe. La base est l'ablation, c'est ce qui est accessible maintenant. Et je dirais, moi, que c'est une question de temps. Je vous remercie.